Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Merci aussi à l'Université Caen Normandie de nous accueillir à l'occasion de cette séance consacrée au lancement du MOOC, cours en ligne sur le thème l'intelligence économique, pourquoi et comment faire, co-réalisé par l'Université et la région Normandie. Vous verrez avec les interventions et les témoignages que, loin d'être un concept abstrait, les méthodes et les outils de l'intelligence économique sont plus que jamais d'actualité et utiles dans ce contexte d'accumulation de crises, notamment pour les entreprises. L'équipe pédagogique et certains experts, grands témoins intervenant dans le MOOC, nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Le premier, Philippe Clerc, est l'un d'entre eux. Donc, il a accepté avec enthousiasme de venir en Normandie, territoire qu'il connaît bien. Et Philippe Clerc est président de l'Académie de l'intelligence économique et de l'Association internationale francophone de l'intelligence économique. Il a été le rapporteur général du rapport Intelligence économique et stratégie des entreprises, présenté il y a tout juste 30 ans par M. Henri Martre dans le cadre du Commissariat général du plan. Et ce rapport a défini les fondements de l'intelligence économique en France. Philippe Clerc, je vous donne la parole. Merci. Merci infiniment, cher Philippe. Merci, cher Président, pour votre accueil en terre normande et à l'université. Je suis heureux de m'y retrouver. De toute façon, on revient souvent. Je voulais insister en introduction sur deux choses. D'abord, le fait essentiel que nous inaugurons ou que nous lançons aujourd'hui, c'est-à-dire cet enseignement sur l'intelligence économique qui devient plus que jamais, on a parlé de 30 ans, mais plus que jamais essentiel, puisqu'aujourd'hui, on le verra peut-être aussi après, la grande bataille qui se livre pour le développement économique et celui des territoires, c'est celui de l'industrie, c'est celui de l'innovation, et le pouvoir d'innovation et le pouvoir d'industrie, il est bien dans les territoires. Et dans l'alliance avec l'université, là, nous avons, je dirais, un couple, et on l'a vu dans la préparation du MOOC, tout à fait efficace, mais surtout essentiel, parce que eh bien, la bataille est âpre, hein, et nous sommes pris en tenaille européen, et nos territoires le sont encore plus, entre Américains, dynamique américaine, dynamique industrielle américaine et chinoise, et il faut survivre, vivre. Et l'intelligence économique, essentielle dans son apprentissage, est tout à fait déterminante. Et puis le deuxième, et je voudrais insister sur le fait aussi que dans l'expérience qu'on a eue, entre la région, bien sûr, qui porte le projet et qui, je dirais, dans l'emploi et l'application des outils et des méthodes de l'intelligence économique, se l'approprie. L'université nous a été essentielle parce qu'elle a apporté ce que j'appelle, pardon d'être prétentieux, mais c'est l'art pédagogique. C'est-à-dire dans notre propos de professionnels ou d'hommes et de femmes de terrain, chaque fois, les enseignants nous ont dit non, là, on ne comprend pas, là, ça ne s'applique pas, là, vous êtes en incohérence, et nous ont guidés dans la préparation. Donc ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Et puis, le territoire, c'est là, on est dans l'application. Et puis, un dernier petit mot, si vous me permettez, sur l'image du relais qui se passe. J'étais là avec le préfet Potra, donc en 97, 15 décembre 1997, premières assises régionales d'intelligence économique où, là, une stratégie publique vers les entreprises commence à se mettre en œuvre et le relais est passé. Il y a eu des schémas régionaux, des organisations, des outils, des pratiques, des hauts, des bas, des forces, des faiblesses, mais on y est arrivé. Aujourd'hui, le relais, c'est ce formidable MOOC et je peux vous dire qu'à l'échelle nationale, ça intéresse beaucoup les praticiens, les industriels. Dernier point, les Américains viennent de professionnels américains de l'intelligence économique. Novembre 2023, je le redirai tout à l'heure, viennent de réformer leur, je dirais, outils offensifs de pratique de l'intelligence économique en s'associant avec les universitaires américains, les chercheurs, pour rendre plus efficace encore, je dirais, l'application de cet acteur qu'on oublie toujours dans les entreprises de cité, dans les entreprises sur les territoires ou à l'échelle de l'État, ce sont les systèmes locaux, les organisations intelligentes qui permettent d'avancer, d'éclairer les boussoles stratégiques. Voilà, cher Philippe, ce que je voulais partager avec vous.
Merci Philippe. Nous donnons maintenant la parole à Philippe Eudeline. Philippe Eudeline est le président de Normandie Aéroespace. Il nous fait aussi le plaisir d'intervenir dans le MOOC et il va nous dire pourquoi, côté entreprise, il est important aujourd'hui de se former à l'intelligence économique. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai la chance de piloter la filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité de la Normandie, donc sur le territoire normand. La France rayonne dans ces 4 domaines, est un leader mondial, et on le voit avec Airbus encore aujourd'hui. Et ça, grâce à toutes les formations qui sont faites et qui permettent de mettre à disposition des entreprises, des ingénieurs, des personnes de très très haut niveau. Nous avons une avance sur la concurrence, mais tout ça reste très fragile. Et on se rend compte que certaines organisations, pour rattraper leur retard technologique, n'hésitent pas à utiliser un certain nombre de moyens, pour beaucoup illicites d'ailleurs, pour venir capter l'information et récupérer des années d'efforts de recherche en quelques jours, en quelques semaines. Donc l'objectif que l'on a, c'est de protéger nos entreprises normandes. C'est aujourd'hui 22 500 emplois sur la Normandie, donc des très très belles entreprises, mais qui sont à risque si elles perdent leur savoir-faire et que ce savoir-faire est transféré dans des pays à bas coût, par exemple. Donc l'important, c'est que toute la supply chain, ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire des grands donneurs d'ordre aux petites PME, soient formés. Or, aujourd'hui, les grands groupes sont bien armés pour résister aux attaques des pays étrangers. Et dans notre domaine, il n'y a pas d'amis. On parlait des Américains, mais les Russes, les Chinois, enfin, tout le monde essaye de capter l'information. Et donc, ils ont compris que attaquer Airbus, attaquer Thales, c'est compliqué, mais aller attaquer les entreprises de rang 1, de rang 2, de rang 3, de rang 4, parce que maintenant, toutes les entreprises sont interconnectées, parce que tous les échanges se font de façon numérique. Donc, effectivement, en passant sur un rang 4, on remonte au 3, au 2, et puis on finit par atteindre la cible. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que l'ensemble du personnel soit formé à ces techniques. Et je remercie vraiment l'université, la région, d'avoir mis en place ce MOOC qui va permettre aux étudiants d'être formés et sensibilisés sur toutes ces actions, toutes ces activités, parce qu'aujourd'hui, c'est les entreprises, beaucoup qui le font, qui sont obligés de former leur personnel, mais en période d'embauche, il faut recommencer de façon périodique, et ça va être quand même nettement plus efficace si les jeunes embauchés arrivent avec de bonnes notions sur l'intelligence économique. Merci Philippe. Madame Catherine Cousin, vous êtes directrice générale de la société Filt 1860. Vous intervenez également en témoin dans le MOOC et vous allez également apporter votre témoignage sur l'importance d'avoir recours aujourd'hui aux méthodes de l'intelligence économique. Oui, bonjour à tous. Filt est une des plus anciennes entreprises normandes puisqu'on est basé à Caen depuis 1860. On fabrique du filet et des cordons pour différents domaines d'activité, que ce soit du textile technique pour l'industrie, mais aussi un peu de produits grand public avec le filet à provision qu'on connaît bien maintenant. Mais on est aussi présent en puériculture depuis très très longtemps. On fabrique un filet porte-bébé et effectivement, un peu à nos dépens, on a appris à faire l'intelligence économique parce que il se trouve que ce sont des produits qui sont très normés. Évidemment, en puériculture, il est important d'avoir des produits de qualité et la norme a brutalement changé pour X raisons. Et en tout cas, elle a été... le comité AFNOR avait décidé de la revoir parce qu'elle était vieillissante et donc ils avaient mis de côté et le référentiel n'était plus le même. Et il se trouve que mes porte-bébés devenaient impropres à la consommation et extrêmement dangereux pour les doigts des enfants. Alors qu'on en avait vendu des milliers au Japon avant, et je crois que les doigts des enfants japonais ne sont pas différents des autres. Donc c'était un vrai problème.
Et ça représentait quand même 3 emplois dans l'entreprise et je ne pouvais plus les vendre. Donc, ça m'a un petit peu énervée. Donc, je me suis renseignée. Non, mais c'est quoi ce bazar? Pourquoi on change les normes comme ça? Déjà que c'est compliqué à suivre, mais si en plus on les change sans cesse. Et là, on m'a rétorqué, mais madame, vous avez le droit de participer au développement des normes comme toute PME. Ah, mais c'est super ça. Donc je suis experte du groupe S54Q de l'AFNOR. Ce qui m'a permis, mais réellement ce qui m'a permis d'influer sur cette norme, puisqu'ils sont en train de la revoir, eh bien je suis allée tout bonnement en tant qu'experte avec mes pairs qui étaient tous des responsables qualité de toutes les grandes marques mondiales de puériculture. Donc je me retrouvais avec des Australiens, des Suédois, des Américains, mais j'avais le même droit de parole et j'avais la même influence qu'eux. Et j'ai pu faire supprimer cet article de la norme parce que c'était évidemment non constructif. Et je ne cesse de le dire à plein de PME, parce qu'on n'imagine pas ça. On a l'impression qu'on les subit, les normes, qu'elles nous tombent dessus. En réalité, on peut être acteur et même, justement, aller mettre des petits trucs où on sait qu'on est meilleur que les autres. Donc, et en ça, le MOOC est important et c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite de participer parce qu'on ne le sait pas assez et c'est une partie de veille parce que je suis aussi attentive à ce qui se passe sur les autres normes parce qu'on sait bien que ça pourrait finir par ruisseler sur celles qui nous concernent. Mais en plus, on peut influencer et dire non, mais moi je vais mettre des petites choses en plus parce que je sais que seul en France on peut le faire et ça évite un peu de concurrence. Voilà tout l'intérêt de divulguer et d'enseigner les bonnes pratiques. Merci Madame Cousin pour ce retour d'expérience très intéressant. Je vous invite maintenant à visionner en quelques minutes la bande-annonce du MOOC. Dans un monde imprévisible, en constante évolution, comment faire face aux risques et saisir les opportunités? Chefs d'entreprise, salariés, étudiants, vous savez que maîtriser l'information est essentiel pour agir de manière éclairée et vous adapter à toutes les situations. Il existe un ensemble d'outils, de méthodes et de pratiques pour anticiper, se protéger et influencer. L'Université de Caen et la région Normandie vous présentent le MOOC Intelligence économique. 5 semaines de formation pour maîtriser les fondamentaux grâce à des cas pratiques, des témoignages d'experts et de chefs d'entreprise. Avec eux, nous verrons quels sont les enjeux des conflictualités économiques dans toutes leurs dimensions. Nous apprendrons à identifier les informations fiables et à haute valeur ajoutée, à les analyser, les exploiter et les protéger dans une logique de veille efficace. Nous découvrirons comment construire une stratégie réseau pour infléchir l'environnement à son avantage. Nous verrons aussi comment déployer une sécurité économique et numérique performante. Enfin, à travers la gestion de crise, nous verrons comment identifier les menaces, les risques et les vulnérabilités. Inscrivez-vous dès maintenant et suivez le MOOC Intelligence économique. Messieurs les présidents. Juste un petit mot, parce que beaucoup a été dit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, moi je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Université de Caen donc pour le lancement de ce MOOC sur l'intelligence économique. Ça a été rappelé, je crois, par Monsieur Clerc. Ça fait maintenant un moment que la région Normandie s'est intéressée à ces enjeux d'intelligence économique. Et Monsieur le Président, vous aviez, je crois, installé en 2017 avec l'État un comité stratégique aussi sur l'intelligence économique régionale, et notamment sur toute la stratégie opérationnelle qui devait se décliner derrière. Donc depuis 2021 et après finalement la crise du Covid, on a beaucoup travaillé avec la mission SPI, avec Philippe Hugo et Jean-Pierre Larcher notamment du service de la région, de manière à essayer de trouver le meilleur moyen d'essayer de former des gens qui ne demandaient que ça, à être formés. Ça veut dire notamment des entreprises, des experts qui ont été auditionnés de manière à essayer de comprendre quelles étaient les compétences dont ils avaient besoin. Et Philippe Eudeline vient de le rappeler parce qu'on avait eu cette discussion ensemble sur la cybersécurité, notamment en nous expliquant
montrant qu'effectivement, il y avait des grands groupes, mais il y avait surtout des tissus de PME, de TPE, qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se payer les ressources humaines ou de se payer les compétences nécessaires dans ce domaine de l'intelligence économique, et qui avait donc tout un secteur d'activité qui pouvait être mis en danger s'il y avait une porte d'entrée un peu fragilisée. C'est vrai pour la cybersécurité, c'est vrai évidemment sur l'intelligence économique, et puis évidemment, l'ère du temps fait que ces enjeux d'intelligence économique, qui sont aujourd'hui complètement sur le devant de la scène, si tant est qu'il l'ait quitté à un moment donné. Mais on le voit avec les cyberattaques, on le voit avec la reprise et la situation géopolitique au niveau mondial. Et donc depuis 2021, les équipes de l'université et du service SPI de la région ont vraiment beaucoup travaillé à essayer de questionner un très grand nombre d'entreprises. On réunit 26 experts, c'était un petit peu ça le challenge, de manière à les écouter sur leurs besoins en termes de compétences, et ils ont trouvé que justement la création de ce MOOC, c'était probablement l'un des moyens de répondre aux enjeux qui étaient posés par l'ensemble des entreprises qui ont exprimé donc leurs besoins. Donc on espère vraiment que le MOOC y répond, on va vite voir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dès sa première année, il a rencontré son public, puisqu'alors qu'il va être lancé le 28 mars, c'est une formation d'une dizaine d'heures qui vont être jouées sur 5 semaines. On a déjà plus de 3000 inscrits, ce qui veut dire que sur la plateforme nationale Fun... Non, c'est gratuit, c'est absolument gratuit, hein, c'est le principe des MOOC. Hein, donc je dois remercier les gens qui ont financé la formation, cofinancée par la région et par l'université, à parts égales en l'occurrence. Si on parle d'argent, 25 000 € chacun sur la création de ce contenu. Après, on pourrait imaginer développer un peu un certain nombre de formations voilà, dans d'autres circuits. Mais en tout cas, pour cette première, on a une formation qui est gratuite à distance et donc qui a déjà rencontré plus de 3000 personnes intéressées, plus de 3000 personnes. C'est vrai que le teaser, j'espère que vous en êtes convaincus, assez professionnel. Voilà, un certain nombre de personnes qui l'ont vu, moi le premier, on a un certain nombre à le dire, ça nous donne envie de nous inscrire. Je ne sais pas si on aura le temps de le suivre, mais en tout cas, ça donne envie de nous inscrire. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je voudrais remercier quand même beaucoup de monde, parce que pour arriver à ce résultat-là, c'est quand même des mois de travail. Donc je remercie, je l'ai dit, Jean-Pierre Larcher, qui n'est pas là aujourd'hui, Philippe Hugo, du service SPI de la région. Je veux remercier les équipes pédagogiques de l'Université de Caen qui se sont mobilisées, Yacine Ininou, Fanny Simon-Ly, je les ai remarqués ici, merci à vous. Anne Pétron, Julien Poisson, Pascal Orégan, qui ont coordonné autour du contenu pédagogique. Les équipes du CEMU, bien sûr, que j'ai vu tout à l'heure, Mathieu Lecronier, Hugo Drouin, Jérôme Gallo, qui ont travaillé beaucoup sur la captation, sur le montage, sur la scénarisation de l'ensemble de ces MOOC. Claire Younsi, la journaliste, donc, qui fait la passation de ce MOOC, et puis 26 experts renommés, reconnus, qui ont fait l'objet de beaucoup d'interviews pendant des mois, dont Catherine Cousin, Philippe Clerc et Philippe Eudeline, qui sont présents aujourd'hui ici et que je remercie. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je souhaite un bon avenir à ce MOOC et peut-être à d'autres formations, d'autres types, dans un avenir très proche. J'essaierai d'être aussi court que l'AMRI. D'abord, remercier Philippe Clerc d'être présent aujourd'hui. Dire aussi peut-être que vous avez oublié peut-être l'AMRI dans les remerciements, donc j'en ajoute un. C'est la complicité que vous avez avec Alexandre Val, qui fait que vous avez décidé de vous unir pour bâtir cette histoire-là. Juste 3 choses. Le MOOC. Alors, si j'ai bien compris, maintenant on ne parle plus trop, quand on parle d'intelligence artificielle, d'espionnage, d'intelligence économique, on ne parle plus trop d'espionnage. Mais bon, en vérité, dans l'acceptation ancienne de ceux qui ont des cheveux gris, l'intelligence économique, c'était aussi l'espionnage, hein, Président. Et je rappelle aux chefs d'entreprise qui sont là que j'ai le souvenir d'anciennes responsabilités qu'on avait constaté qu'un certain nombre d'espionnages majeurs avaient lieu quasiment en milieu ouvert, c'est-à-dire grosso modo dans les vols transatlantiques, où les cadres des grandes entreprises françaises se faisaient piller par celui qui était juste derrière sur le siège. Et donc, même si ça n'est plus exactement le sujet, ça l'est au moins sur un angle qui, si j'ai bien compris, va être abordé dans le cadre du MOOC, qui est toute la question de la cybersécurité, qui va devenir désormais une des spécialités de l'Université de Caen grâce à l'initiative du grand président Adoui qui a décidé d'ouvrir cette formation. Donc il y a quand même, alors je ne sais pas si ça sera abordé, mais je pense que ce ne serait pas idiot quand même de rappeler que la plupart il y a l'espionnage
des services, mais que l'espionnage le plus fréquent, c'est l'espionnage quasiment banal, qui ne nécessite pas de se transformer en James Bond, mais qui est simplement de surveiller, ou tout du moins de constater un certain nombre de pratiques, et à partir de là, de pouvoir en tirer un certain nombre d'éléments. Le second facteur d'espionnage, qui est alors, lui extrêmement important, c'est l'espionnage ouvert, c'est-à-dire la lecture du journal. La lecture de photos qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça, c'est quelque chose, en général, sur lequel personne ne veille. Et en réalité, le premier élément sur l'intelligence économique, moi je trouve qu'il faudrait dire que la première chose qu'il faut faire, c'est lire le journal. À double titre. La première, ça permet de savoir ce que font les autres. Et surtout, ça permet de percevoir, alors il y a beaucoup de bêtises dans les journaux, bon, mais ça permet, pas par les journalistes, mais par la multitude des papiers qui peuvent sortir, mais ça permet de pouvoir appréhender un minimum les grandes mutations et les grandes transformations vers lesquelles on va. Parce que vous avez des tas de gens qui écrivent des choses, vous avez dans un papier 3 lignes qui vous expliquent qu'il y a telle ou telle mutation qui est en cours, telle ou telle transformation. On a vécu quand même pendant des décennies ou des siècles avec des mutations qui étaient quand même de l'ère de la génération, ou même plus que ça. Vous aviez 2 grandes mutations sur l'espace d'un siècle, la vapeur, l'électricité, etc., le nucléaire, bon. Et là, maintenant, vous avez des transformations et des mutations qui ont lieu tous les 10 ou 20 ans. L'intelligence artificielle, dont maintenant j'ai constaté que tout le monde en parlait, puisque même le président de la République a dit aux administrations qu'il fallait qu'ils se lancent dans l'intelligence artificielle générative, il n'empêche qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, on en parlait encore très très peu. Et donc, s'il y a bien un sujet sur lequel on devrait être tous, politiques comme chefs d'entreprise universitaires, c'est de lire le journal, un bon journal le matin, ou 2 bons journaux le matin, et de se dire, et de prendre 20 minutes pour feuilleter le journal et se dire, tiens, là, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, je disais ça au cadre de la région. Je leur dis, mais est-ce que vous lisez le journal? Ils disent, non, on n'a pas le temps. Mais je dis, si, vous prenez le temps. Prenez le temps, parce que c'est là où vous allez percevoir ce qui est en train de se passer, par toute une série de petits signaux faibles. Et c'est ça le débat essentiel. C'est la perception des signaux faibles qui vous permettent de vous mettre en alerte et de vous dire qu'éventuellement, il est en train de se passer quelque chose de majeur. Et éventuellement, sur telle ou telle initiative que vous prenez, de constater que d'autres sont partis sur d'autres voies et que peut-être vous êtes en train de vous tromper. Donc on a, en réalité, sur l'intelligence économique, d'abord et avant tout, une question simple, c'est l'éveil. C'est curieux. C'est la curiosité des autres. Donc, moi, je suis ravi qu'on évoque cette question-là. Je prends un seul exemple, puis je termine. Pendant très longtemps, on a appris dans nos écoles respectives, alors on n'a pas fait les mêmes, mais on a appris que le développement économique se faisait par grappe, que ça se faisait par cluster. Aujourd'hui, c'est plus ça le sujet. Le développement économique, c'est la symbiose aujourd'hui. Et quand vous le percevez, moi j'ai la chance de pouvoir le percevoir, quand je rencontre un chef d'entreprise, je prends un seul exemple. Il y a 15 jours, on a revu une nouvelle fois le PDG d'un grand groupe qui va s'installer dans la vallée de la Seine, qui va faire des bioplastiques. Bon, groupe belge, ils investissent 600 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Et il était venu me voir un jour en disant, j'ai peut-être l'intention de m'installer en Normandie, machin, etc., mais j'hésite avec les États-Unis. Puis il part aux États-Unis, et il revient 1 an plus tard. Donc aux États-Unis, je me dis, on est mort. Il va nous dire coûts salariaux, prélèvements obligatoires, contraintes réglementaires françaises et européennes, et puis surtout l'AIRA de Biden avec des niveaux de subventions gigantesques pour la réindustrialisation du pays. Puis 1 an plus tard, il me rappelle, il me dit, je voudrais vous revoir parce que finalement, on va s'installer en France. Bon, en Normandie. Et on dîne ensemble, et je lui dis, mais qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, vous avez préféré la France, dont tout le monde nous dit que tu as des râpes dans tous les sens, et plutôt que les États-Unis, avec des niveaux de financement gigantesques de l'État fédéral. Et il me dit, bah, écoutez, c'est très simple, je suis en effet allé aux États-Unis, j'ai trouvé les espaces, parce que j'ai besoin de protéines de blé ou de protéines de maïs pour faire mon bioplastique
qui se recycle éternellement. Mais quand je suis allé aux États-Unis, j'ai constaté que j'avais en effet la Corn Belt avec des centaines ou des dizaines de milliers d'hectares de blé et de maïs. Mais quand j'ai analysé ma capacité à porter mon projet industriel, je me suis dit que j'étais bien mieux armé à le porter chez vous en Normandie. Je dis, alors pourquoi? Il me dit, c'est très simple. Dans les grands process industriels, en général, il y a besoin d'eau. Quand on s'installe au bord de la Seine, comme j'en avais l'intention, à Port-Jérôme, l'eau, elle est à côté. Il faut que je produise quelque chose qui soit complètement décarboné. Je peux déjà avoir un transport massifié avec la vallée de la Seine. J'ai un grand port maritime, le Havre. Et puis surtout, j'ai deux éléments majeurs. C'est que j'ai de l'énergie décarbonée à profusion grâce au nucléaire, à l'éolien offshore, etc. Et puis enfin, dernier élément, c'est que j'ai un écosystème industriel. J'ai des sous-traitants, j'ai des partenaires industriels. C'est ça la symbiose. C'est qu'en fait, ce n'est pas des gens qui font le même métier. C'est des gens qui sont dans des complémentarités de métiers qui les amènent à faire en sorte qu'un projet puisse émerger. Et quand vous regardez aujourd'hui comment se bâtissent les grands projets de développement à travers le monde ou en France, que vous preniez Dunkerque, etc., ou vous preniez Grenoble, vous constatez qu'on est plus dans la symbiose que dans le cluster et la grappe, comme on pouvait l'imaginer, où on mettait des gens qui faisaient à peu près le même métier, qui s'enrichissaient mutuellement du fait d'être dans des champs d'activité. En réalité, c'est l'inverse maintenant, c'est que les gens se mettent en... Et donc ça porte les choses, mais ça porte les choses pour les acteurs en charge normalement du développement comme une région, mais ça porte aussi pour des chefs d'entreprise qui peuvent ainsi analyser leurs éléments. Et puis je termine par un dernier point, et j'ai fini, mais qui est un sujet qui nous concerne, nous, beaucoup en politique. C'est la question des réseaux. Parce qu'en fait, moi, je l'ai très bien vécu, entre le jeune politique de 35-40 ans arrivant à Paris, ayant peu de réseaux, et le type qui aujourd'hui referait de la politique à Paris avec des réseaux, eh ben, je peux vous dire que ça vous change la vie. Hein. Ce que tu expliquais, Catherine, avec ta norme, c'est que quand tu as les réseaux, quand tu as les connaissances et que tu sais que grosso modo dans ton carnet d'adresses, tu as à peu près n'importe qui à contacter pour raconter l'histoire, pas pour mentir. Bon, en politique, on ne ment jamais, comme vous le savez, mais pas pour mentir, mais pour raconter l'histoire, avoir des gens qui ont l'oreille de pouvoir entendre ce que vous dites, la perception de l'événement, la perception qui permet d'influencer les choses et d'influencer la représentation, eh bien, je peux vous dire que vous êtes beaucoup moins en danger que quand vous avez le malheur d'avoir un carnet d'adresses très faible. Et donc la construction des réseaux, c'est quelque chose de stratégique, c'est pas du temps perdu. Voilà. Il m'est arrivé d'expliquer ça il n'y a pas très longtemps à la Chambre régionale des comptes. Et donc voilà. Donc ce sont des choses de la vie, mais au bout du compte, on les oublie au quotidien parce qu'on est tellement nez dans le guidon qu'on les oublie. Mais qu'il y ait cette mise en perspective à travers ces 10 heures, je trouve que c'est une très belle idée dans un équipement absolument magnifique que nous avons cofinancé au-delà du mot, qui est l'ensemble des instruments. J'espère que vous les avez tous visités. Vous avez fait une visite générale, Président, ou pas? Non, je vous invite à aller au 3e étage pour voir les équipements formidables que l'Université de Caen a développés. Il paraît que c'est la seule université française qui a développé de tels équipements. Et qui permettent de développer de nouvelles formes d'enseignement et de s'adresser à de nouvelles personnes. Et je vous le dis, on a à Caen un président d'université exceptionnel. L'université de Caen bouge, elle est en train de se transformer. Elle a gagné 1000 places dans le classement mondial. Elle fait partie du top 3 des universités françaises. On s'intègre dans les réseaux européens, on prend des initiatives, le président. Et donc, je vote pour le président Adoui à la fin de l'année aux universités de Caen. Je vous remercie. Merci,
Président. Eh bien, la transition est toute faite puisque nous retrouvons Philippe Clerc qui, pour terminer cette rencontre, nous propose une conférence sur un thème très actuel, l'intelligence économique, une méthode et des outils pour anticiper et agir à l'ère des transitions et des ruptures. Et comme disait le Président, lire la presse, lire entre les lignes, repérer les signaux faibles. Voilà, c'est... Philippe, je vous laisse la parole. Merci au président. Le président Morin a fait la conférence, là, il est formidable, il s'est approprié la démarche de façon remarquable. Très heureux d'être avec vous pour mettre en perspective cette démarche à travers le MOOC, la démarche d'intelligence économique, outils et méthodes, et je vais essayer, à travers mon propos, de dire nous avons beaucoup travaillé, et comme on le disait tout à l'heure, la terre normande a été une terre d'innovation en la matière depuis 1997, mais aujourd'hui, comme toujours, il a fallu le faire, il faut revoir, innover, transformer, inventer de nouveaux outils. Et donc, en allant chercher, et en intelligence économique, on va toujours chercher les intelligences partout où elles sont. On peut aller chercher chez les médecins, on peut aller chercher chez les chercheurs, les industriels, les physiciens, les philosophes. Et là, on va chercher chez les gestionnaires de crise. Patrick Lagadec, une expérience internationale dans la gestion des crises, l'anticipation, l'obsession de l'anticipation des crises. Et il nous dit aujourd'hui, nous sommes convoqués d'urgence sur le front de l'intelligence et de l'action, c'est-à-dire cette obligation en terrain complètement imprévisible et complètement inconnu, puisqu'il nous dit « apprenons à dialoguer avec l'inconnu ». Il faut mobiliser nos capacités d'intelligence pour agir, sortir de l'ornière et trouver des chemins de développement. Alors, on vit cette période, et là, c'est une période assez exceptionnelle. Certains disent « est-ce que nous sommes dans une période inédite, qu'on n'a jamais connue ?» Celle de l'accumulation des révolutions. Alors, on parle de transition, mais aujourd'hui, les transitions énergétiques, écologiques, numériques, ce ne sont plus des transitions, ce sont de véritables ruptures, des métamorphoses, des chocs, des bifurcations. Et donc, à ce moment-là, comme toujours ça a été le cas, on s'est posé la question, quelles sont nos... On se pose la question de nos capacités d'intelligence de ces situations. C'est ça l'intelligence économique. Alors après, c'est le renseignement, on va mobiliser tous les outils et les méthodes, mais la priorité, c'est comprendre la situation avec ce qui fait peut-être la caractéristique inédite de notre période, c'est que on va le voir tout de suite, on a ces métamorphoses considérables, système productif, mode de vie, plus les crises qui viennent s'enchaîner, les crises, les catastrophes naturelles, et puis on a cette conflictualité mondiale, c'est-à-dire qu'en géopolitique, le monde s'est fragmenté, et les rapports de force à l'échelle internationale, quand on va rentrer en commerce international, simplement cette image, alors là, la conflictualité a atteint des niveaux rarement atteints. Et donc, voilà que nos économistes, nos stratégistes ou nos prospectivistes sont bien devant des dilemmes. L'économiste dit incertitude radicale de l'avenir, et quand on lit les économistes, je parle à l'université et je parle humblement, ils nous disent, nous, on préfère les chiffres, les statistiques, on a du mal à se mettre en prospective. Et on laisse peut-être les sociologues faire ce travail aussi, mais on les écoute, bien sûr, bien évidemment. Les stratégistes nous disent c'est le chaos stratégique, plus de règles, la disruption fait son œuvre. Les prospectivistes, eux, ils sont sur la puissance de l'imprévisible, dans des situations absolument, je dirais, inédites. Et c'est intéressant de regarder ceux qui prennent un peu de distance et regardent et nous disent, nous sommes finalement, jour après jour, au quotidien, dans un état de surprise, de surprise permanente. Référence à la surprise stratégique que les entreprises connaissent bien. Surprise permanente, c'est-à-dire que le diable peut surgir à tout moment, la catastrophe peut advenir à tout moment. Comment je préviens tout cela? Crise et métamorphose, donc l'intérêt du MOOC, c'est de se dire aussi, et le MOOC doit être, au-delà de cet apprentissage des outils et des méthodes, un lieu d'incubation, un incubateur
d'innovation méthodologique pour aller chercher dans le pluridisciplinaire des outils d'intelligence qui vont permettre de fabriquer des matrices pour un peu mieux comprendre la situation. Alors, je prends deux réalités je dirais, qui sont extrêmes, mais qui sont vécues par les entreprises, notamment dans le numérique aujourd'hui, mais ce que le président évoquait tout à l'heure, cette accélération de l'innovation, cette innovation intensive qui est la règle de vie, de nos vies, à l'entreprise et pratiquement dans la vie au quotidien des citoyens. Les innovations foudroyantes et les sécheresses foudroyantes. Innovation foudroyante, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces innovations indétectables qui surgissent non plus des entreprises, mais de tiers-lieux, dans des Fab Labs, dans des hackathons ou à l'université. On va développer une application qui, un matin, surgit sur l'immense marché du web, où les usagers vont dire « Ouh, voilà une application tout à fait intéressante », et si vous êtes sur un marché et vous tentez de faire vivre votre entreprise à partir d'une application, on va vous sortir du marché en 1, 2 semaines, voire 3 semaines, et créer la mort subite de l'entreprise. Ces innovations indétectables, parce qu'elles viennent de ceux qu'on appelle les barbares, qui n'ont pas de stratégie, qui sont ces start-up, qui développent, qui innovent en permanence, avec des courbes en ailes de requin, où l'innovation va surgir, se développer, redisparaître, donc dans une accélération du processus, avec cette question, quelle compétence ou quelle intelligence je mobilise pour tenter d'anticiper ces réalités. Sécheresse, c'est un nouveau phénomène qui a été découvert il y a 2 ans, sécheresse foudroyante où les climatologues ont du mal même avec les radars et tous les systèmes satellitaires, ont du mal à anticiper ces sécheresses qui tombent de façon foudroyante sur un petit espace, mais qui tuent en quelques semaines toutes les récoltes. Et donc, la problématique, toujours, là, c'est les intelligences technologiques. Qu'est-ce que je mets en place? Comment j'organise mon anticipation? Alors, on a, pour caractériser aussi plus avant la réalité, c'est la polycrise. Le phénomène de polycrise qui a été mis et je vous recommande la lecture du World Economic Forum, le rapport sur les risques mondiaux, qui s'appelle Global Risk Report, qui est publié chaque année au mois de janvier-février. L'année dernière, 2023, la polycrise est définie comme cet enchaînement systémique de crises de tous ordres, socio-économiques, climatiques, cyber, sécuritaires, et qui vont interagir de façon chaotique et avec une difficulté de lecture tout à fait importante, et qui surtout, quand elles s'accumulent en résultat, on va dire, de crise sur le territoire, je dirais, ont une amplitude considérable. Quelle intelligence, alors là, à l'échelle collective, je mobilise, quels outils je mobilise pour gérer ces états-là. La polycrise, voilà, ça c'est l'illustration. Cette année, dans cette enquête mondiale auprès des élites de plus de 140 pays, le World Economic Forum donc, interroge les élites et, à 2 ans, court terme et à long terme, classe la vision des risques de ces élites, qui sont aussi des chefs d'entreprise, des dirigeants de territoire, des patrons d'administration et de gouvernement. Le premier risque, c'est la désinformation. Le risque majeur de manipulation de l'information, désinformation et fake news. La cybersécurité, le risque de cyberinsécurité est classé à 2 ans au rang 4. Et puis à 10 ans, on retrouve ces mêmes risques, avec bien sûr les risques de pollution, les fractures sociales, l'aspect aussi bien sûr de la pollution. Donc voilà, la réalité, aujourd'hui, l'intelligence économique, et on l'a traité bien sûr dans le MOOC, elle est comme toujours, depuis l'origine, quand elle a été conceptualisée de façon moderne à l'aune des années 60, c'est intelligence économique, intelligence de situation, réduire les risques, réduire l'exposition aux risques de mon entreprise, de mon organisation. Alors, ensuite, conflictualité accrue, je prendrai dans la dernière enquête du World Economic Forum 28
enquêtés, donc partie de ces élites mondiales, nous disent que, en priorité, l'objectif par rapport à cette situation que je viens de décrire, c'est assurer la sécurité nationale. National Security à l'américaine, la sécurité nationale, c'est un sujet qu'on maîtrise tout à fait chez nous, et on le voit dans le logiciel de la Commission européenne, brutalement s'inverser. La Commission européenne, depuis 1 an, rédige une doctrine, alors on ne peut pas dire de sécurité nationale, mais de sécurité européenne, avec des outils de sécurité économique, des outils d'intelligence économique. Ce qui est important dans ce que nous formalise aussi le World Economic Forum, dans son rapport l'année dernière, c'est la confrontation géoéconomique. Ce qui caractérise notre époque par rapport aux années 90, où la grande bataille pour le pouvoir ou la puissance technologique industrielle à l'échelle mondiale se jouait entre Japonais, Américains, et l'Europe tentait de survivre. À l'époque, les Japonais avaient ce concept très intéressant des 3 C. Pour gérer la confrontation géoéconomique, il faut savoir gérer des conflits, il faut savoir gérer la concurrence et gérer la coopération. Aujourd'hui, on n'a plus la coopération, il n'y a plus les lieux de détente, de négociation. On est dans la confrontation géoéconomique. Et comment elle se traduit? Par des stratégies d'utilisation, et là, les stratégies d'intelligence économique qu'esquissait tout à l'heure le président Morin, elles sont là. L'utilisation de leviers, les mesures monétaires, le contrôle des investissements étrangers, les sanctions, les aides d'État, les subventions, les contrôles commerciaux. Derrière tout ça, il y a un arsenal d'outils d'intelligence économique à l'échelle nationale, à l'échelle des territoires, dans les entreprises, qui se mobilisent avec des stratégies d'instrumentalisation du droit, où les Américains, je dirais, appliquent de façon extraterritoriale le droit américain pour sanctionner des entreprises, déstabiliser, prendre le pouvoir sur le marché. Et donc, tout l'enjeu et tout le jeu des Chinois, des Américains, de ces grandes batailles, et c'est aussi les nôtres, c'est d'arriver à découpler les relations économiques entre les entreprises, de casser les dynamiques et de contenir, comme on disait pendant la guerre froide, de contenir l'adversaire économique sur son marché et de mettre toutes sortes de barrières à l'entrée sur les marchés et de gérer des stratégies d'influence. Alors, en France, si on regarde la réalité en termes d'attaque sur nos intérêts économiques, comme la France est un territoire, même si on est l'un des plus désindustrialisés, dit-on, mais pas la Normandie, j'ai vu les chiffres, hein. J'ai vu les chiffres sur le PIB. Mais bon, on a du retard dans ce domaine, on est en train de reconsidérer et de se renforcer dans ce domaine. Mais regardons simplement les attaques, le niveau des attaques par des concurrents qui se traduisent par des rachats d'entreprises ou des cibles économiques. Ce qui est intéressant, je le revais ici, de la part du service de l'information stratégique et de la sécurité économique, qui est représenté par son délégué dans chaque région, nous avons cette année une nouvelle cible qui est dans le contexte de la rivalité technologique mondiale sur les technologies critiques, l'intelligence artificielle, la blockchain et le quantique. Et il me semble bien que dans le pôle de compétitivité TESS, on a ces technologies qui sont en train de se développer à ce niveau-là. Et donc, on a un niveau d'alerte sur les attaques qui sont considérables et qui traduisent cette confrontation économique. Alors, en France, on oublie souvent de le lire. On a une revue nationale stratégique qui, en 2022, décembre, signée par le président de la République, je dirais, considère enfin que les adversaires, les concurrents, et que sur les marchés, dans la confrontation géoéconomique que je décrivais, les acteurs ne jouent pas forcément les règles du marché et du bon commerce. Même nos amis américains, on le sait plus que jamais. Et la France reconnaît qu'aujourd'hui, la tête de diamant des offensives à travers cette intelligence économique, ces dispositifs d'intelligence économique et de renseignement économique offensif se traduisent par des stratégies d'influence. Et c'est bien sur ce sujet, et le MOOC
traite bien la problématique, et ça a été évoqué tout à l'heure à travers les normes, la guerre des normes, comment je vais imposer mon pouvoir de marché technologique, mes produits, mon innovation, en maîtrisant, par les stratégies d'influence, maîtrisant les normes, en maîtrisant le droit, en maîtrisant les valeurs, etc. Je vais transformer la dynamique du marché en faveur de mes intérêts. Alors, l'intelligence économique, levier central de la bataille industrielle mondiale. Un exemple, ce que je veux dire à travers cela, ce que je disais en introduction, c'est que la bataille aujourd'hui, alors géoéconomique, comme ça toujours, c'est un invariant historique. Si on prend l'histoire de M. Brodel, il nous explique comment les économies mondes se sont déplacées de la Méditerranée aux puissantes villes du nord de l'Europe, et c'était toujours pour contrôler le dispositif de gouvernance mondiale. Aujourd'hui, c'est un invariant, on est toujours dans ce spectre-là, et il se joue à travers les rivalités entre politiques industrielles qui sont les leviers. Et derrière les politiques industrielles, ce qu'on oublie toujours, il y a des formidables organisations publiques, privées, des pratiques, des outils d'intelligence économique, ce que j'appelle des arsenaux d'intelligence économique, des outils, des méthodes, des organisations et des pratiques plus ou moins légales, plus ou moins éthiques, et bien sûr le risque majeur qui est le risque de l'espionnage. Et donc, si on regarde l'enjeu de cette bataille, c'est la maîtrise des technologies critiques qui permettent aux territoires, aux économies, de rester dans la frontière de maîtrise technologique de ces technologies qui font la grande métamorphose, qui sont au cœur de la grande métamorphose du système productif et de nos modes de vie, qu'il faut absolument maîtriser. Ici, c'est les Australiens qui ont fait un benchmark. Nous sommes tous américains, on pourrait presque dire chinois, européens, en dépendance, parce qu'on dépend de l'observatoire qui est mis à jour très régulièrement des Australiens qui nous disent aujourd'hui, dans la grande concurrence sur les technologies critiques, les Chinois maîtrisent 37 de ces technologies critiques, celles qu'il faut maîtriser pour rester à la frontière, des 44 technologies. Donc on est dans cet ordre de dynamique. Et puis, le président Morin l'a évoqué, pour illustrer le fait que ces politiques industrielles sont le cœur, et en France on a le plan 2030 bien sûr, le plan industriel 2030, mais sont au cœur des problématiques de sécurité nationale. Les Américains, dans la loi sur les chips, la grande bataille pour, je dirais, maîtriser les technologies critiques des semi-conducteurs du futur, celle aussi de l'informatique quantique, les Américains le placent comme un enjeu de sécurité nationale, de sortie des dépendances. Et c'est tout l'enjeu dans lequel on est en train de se repositionner en Europe et bien sûr à l'échelle nationale, c'est l'enjeu de la souveraineté. Regagner progressivement, après tant de dépendance, d'années de dépendance, des marges d'autonomie stratégique. Alors, c'est d'autant plus important que, je l'évoquais tout à l'heure, nos amis américains en particulier, les professionnels américains de l'intelligence économique, qui ont une puissante organisation, qui existe depuis les années 80, se sont réformés récemment, ont privatisé le dispositif et ont décrété qu'en 2023, c'était à Prague, dans la grande conférence internationale, où ils annoncent leur nouvelle stratégie, ils ont décidé de travailler à marche forcée avec les universitaires, les chercheurs, sur des cas d'entreprise, des problématiques de confrontation géoéconomique, pour aller simplement, eh bien, on travaille sur des business cases, etc. Et on se relie je dirais, on relie les professionnels de l'intelligence économique à l'université. D'où l'intérêt du MOOC, bien sûr. C'est d'autant plus important, cet élément-là, c'est que les Américains viennent de décréter que l'intelligence économique, et là, ça interroge l'université, c'est devenu une science. Et ils donnent tous les critères. C'est une science, donc on va pouvoir certifier et s'en servir comme un enjeu d'influence pour former de par le monde à nos techniques,
disaient les Américains, on formera à nos techniques et on certifiera des procédures. Donc ça donne une sorte de transparence dans les usages tout à fait importants. En Chine, on est, pour aller très vite, ici, on est sur l'intelligence territoriale, les rapports américains qui nous disent en 2021, les États-Unis ne sont plus à l'abri de la surprise stratégique, le dispositif d'information scientifique et technologique provincial chinois est redoutable. Ici, on a vécu, c'est la question des nouvelles formes, des guerres hybrides, ce sont ces guerres d'influence et donc les opérations d'influence chinoises, rapport que vous pouvez télécharger, qui est passionnant, qui explique toutes les manipulations de l'information, les ingérences chinoises, notamment révélées il y a quelques années par les Australiens qui se sont beaucoup inquiétés de ce type d'ingérence dans les universités. Et puis ça, c'est un nouveau rapport américain qui explique comment les Chinois, par ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, c'est-à-dire, et le président Morin l'évoquait tout à l'heure, par les sources ouvertes et l'intelligence artificielle, les Chinois sont en train de mettre sous surveillance toutes les grandes instances, institutions de décision des pays, etc. Et bien sûr, à travers les capacités prédictives de l'intelligence économique, de tracer nos stratégies, nos intérêts, etc., etc. Alors, très simplement, et je vais vers ma conclusion, les outils qu'on utilise aujourd'hui, s'il vous plaît, merci. Voilà les outils, on les connaît, on analyse de façon très précise, c'est toujours très utile, hein, les dynamiques concurrentielles, les nouveaux entrants, le pouvoir de marché des acheteurs, etc. On commence à maîtriser ça très très bien dans nos entreprises. Il faut continuer cet apprentissage, c'est dans le MOOC. Ici, c'est les matrices qu'on connaît aussi, force, faiblesse, etc. Et puis les matrices, et ça je trouvais très intéressant ce que disait le président Morin, c'est-à-dire de faire rentrer un peu de géopolitique dans nos, n'est-ce pas, Ludovic, dans nos analyses, de s'intéresser à ces dynamiques du monde d'un peu plus près. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça, c'est l'état des lieux de nos pratiques et de nos outils. Et il faut aller chercher, par rapport à la situation, il faut inventer les nouvelles grilles. Alors, ici, c'est des systèmes d'alerte précoce concurrentiels, où c'est intéressant, les Américains, on a beaucoup travaillé, quand j'ai pu avec les collègues des chambres de commerce, on avait travaillé sur ces sujets-là, qui sont des dispositifs pour détecter les signaux d'alerte précoce quand un concurrent va bouger, d'essayer d'anticiper à travers ce qu'on sait du concurrent, ce qu'on lit dans le journal, d'anticiper sur le sens de sa nouvelle stratégie, etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant dans ces matrices-là, c'est qu'on intègre la psychologie sociale, c'est-à-dire le modèle mental du décideur, du chef d'entreprise. Est-ce qu'il a une culture de la stratégie? Est-ce qu'il a de la crise, une culture vis-à-vis je dirais, des crises? Est-ce qu'il a une culture, bien sûr, par rapport aux changements surprises, etc. Et donc c'est intéressant, à partir de matrices comme ça, de redéployer des outils. Et puis, ça c'est assez récent, les Américains se sont dit, quand je n'arrive pas face à l'imprévisible, à ces innovations foudroyantes, ils disent, quand il neige sur un toit, et quand la neige commence à fondre, elles ne font pas au milieu, elles font sur les bords, c'est-à-dire dans ce qui est secondaire et périphérique. Il faut mettre en place des outils de veille, de détection de signaux faibles, dans ce qui est secondaire et périphérique. Et surtout, ils s'intéressent à la grande dynamique sur les marchés, les produits, les technologies, à des dynamiques qui ont opéré très loin dans l'histoire, d'une certaine façon, comme dans l'aéronautique, hein, on garde la mémoire des évolutions technologiques, et de suivre, je dirais, sur le temps long, toute une pratique. Alors, il y a l'exemple, ici je prends l'exemple de Nike, où c'est dans le slide suivant, ça c'est la fin, c'est pas grave, de Nike, où Nike va travailler pendant des années avec le marathonien kényan, et puis à un moment donné, c'est-à-dire en 2021, 10 ans après toutes ces recherches, hop,
la chaussure magique surgit, et il y a eu tout ce travail. Et alors, ce que nous disent les chercheurs américains en veille stratégique, comment je vais détecter ça? Donc il faut que j'ai partout sur les marchés des gens qui suivent ces comportements, je dirais, de chercheurs, marketing, etc., du concurrent. Ici, c'est les perspectives. Alors, j'avais sur le slide précédent, mais j'ai retenu la formule qui est bien connue du fondateur d'Intel, le fabricant de puces, Andy Grove, qui disait en 88 « Seuls les paranoïaques survivent ». C'est-à-dire, jour et nuit, se poser la question « Où est le diable ? D'où il va surgir ?» Et donc d'avoir cette curiosité obsessionnelle permanente. Alors, les perspectives, pour conclure, c'est bien sûr ce qui est une perspective immense et considérable, qu'on commence tout juste à esquisser, c'est l'intelligence artificielle, comment elle va transformer, et le MOOC va devoir évoluer rapidement. À un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question, et c'est un boulot de... Mais la capacité de l'intelligence en termes prédictifs, prédire les évolutions de marché, prédire les ruptures, etc., par une analyse en masse considérable de données, il va falloir l'intégrer. C'est ce que faisaient les Chinois sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence, c'est-à-dire cette capacité à aller analyser l'information, faire des veilles sur des masses considérables de cibles. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis ici l'intelligence économique, j'ai dû oublier un mot, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est l'intelligence et l'augmentation des capacités d'intelligence par la machine. Ça va poser des tas de problèmes, bien sûr, par rapport à l'information, désinformation, les biais cognitifs qu'on introduit dans ces recherches. On ouvre là un champ tout à fait essentiel pour le MOOC. Ensuite, l'intelligence prospective et collaborative, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas fait depuis le début. En 1997, on n'a pas beaucoup parlé de prospective. Le préfet, quand il lançait ses assises, parlait de prospective, mais les outils et les méthodes de l'intelligence économique et de la prospective, détection des signaux faibles, capacité d'analyse, cartographie des acteurs, identification des ruptures, des menaces, etc., il faut absolument le faire. Et ça, il faut le faire de façon collaborative. C'est la nouvelle perspective avec la scénarisation, c'est-à-dire en permanence faire ce que les Américains appellent le scénario planning, faire des scénarios, refaire les scénarios. Chaque fois qu'il y a une rupture, je reconsidère mon scénario. Et puis donc, les nouvelles compétences, celles que je viens d'évoquer, ou certainement, mais après on peut en débattre, il va falloir qu'on réintroduise les compétences, et les sciences des ingénieurs vont redevenir tout à fait essentielles. Compétences techniques, maîtriser tous les outils, maîtriser bien sûr les capacités, c'est évaluer ces outils, pouvoir évaluer ces outils d'intelligence artificielle, tous ces logiciels, va devenir une compétence tout à fait centrale. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé trop le temps qui m'était imparti. Merci Philippe Clerc. Est-ce qu'il y a quelques questions, justement? Voilà. Si on pouvait me donner un deuxième micro, ça serait bien. Bon, bonjour à tous, merci Philippe pour ton intervention. Je voudrais m'exprimer au niveau du SINFI, le syndicat français d'intelligence économique, et sur une menace que tu as évoquée très clairement. Aujourd'hui, des organismes américains, le SCIP en particulier, a des velléités de certifier les activités d'intelligence économique, en particulier sur la France. C'est un risque majeur, et au nom du SINFI, très clairement, on ne veut pas accepter cette certification étrangère. Donc le SINFI s'organise pour que le métier soit certifié par rapport à nos critères, à nous, définis tels qu'on le veut. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, moi, j'ai beaucoup apprécié ton intervention sur la partie collaborative. Je pense que c'est un nouveau volet de notre métier qu'on avait plutôt tendance à exercer de manière un peu solitaire dans nos départements. Là, on voit qu'il y a un très fort besoin d'une dimension collaborative. Détecter des signaux d'alerte précoce, comme tu le dis, ça veut dire que l'ensemble des collaborateurs
de nos organisations doivent avoir cette paranoïa, cette sensibilité, et les outils comme le MOOC peuvent profondément former les employés dans nos organisations. Et la dernière remarque, il y a 5 initiatives en France aujourd'hui au niveau des MOOC. Il y a peut-être une réflexion à mener pour que ce type d'outil, qui touche un public important, nouveau, ce type d'outil soit pérenne. Et je vous proposerai des initiatives dans ce sens-là pour qu'on partage vos retours d'expérience autour de ça. Merci Nicolas. Oui, sur le collaboratif, ce qui est important, c'est et l'université a toujours joué ce rôle-là, c'est de mobiliser, d'être le réceptacle déjà de toutes ces intelligences, pour faire court, pluridisciplinaires, qu'il faut mobiliser, et en particulier les sciences de l'ingénieur. Et le collaboratif, c'est ces plateformes, c'est-à-dire on n'arrivera pas, si on ne se met pas ensemble sur... Alors, j'ai oublié de dire, les Américains, en plus, ils ont redéfini l'objectif ou la finalité de l'intelligence économique et ils l'ont appelé intelligence compétitive prospective. Ils ont rajouté dans la définition officielle. Mais c'est un point essentiel. Et le collaboratif, voilà, c'est soit sur des plateformes, mais la symbiose qu'évoquait le président Morin tout à l'heure est tout à fait intéressante parce qu'on dépasse le district industriel, le cluster, l'échange et le partage. On est dans la symbiose des capacités d'analyse des situations et donc des scénarios, des réponses, des ripostes éventuelles qu'on appelle résilience ou, je dirais, renaissance industrielle et d'innovation. Autre question ou témoignage ? Philippe Sellier. Merci. Bonjour, Philippe Sellier du CETIM. En France, on a énormément de PME, contrairement si on regarde par rapport aux Allemands, il y a beaucoup plus de TI. Et vous avez évoqué tout à l'heure les chefs d'entreprise. Quand on leur parle d'intelligence économique, j'ai pas le temps, parce qu'effectivement, ils ont toujours le nez dans le guidon, tout ça. Philippe Odeline, tout à l'heure, a parlé de supply chain complète entre les grands groupes, les sous-traitants de rang 1, 2, 3. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer que le sujet intelligence économique soit partagé au sein comme ça d'une supply chain? Parce que les grands comptes ont beaucoup plus de facilité pour faire cette surveillance de marché, pour faire ces prospectives, par rapport à ces PME, PMI, souvent de 20-30 personnes qui, eux, n'ont pas les moyens de faire cette veille, en tout cas. C'est le sujet, mais vous pourrez peut-être répondre, Philippe, si vous souhaitez. Déjà, et je ferai sur une prospective. Oui, juste pour dire qu'effectivement, les grands groupes sont bien organisés et le moyen de partager, c'est ce que l'on fait à NAE. C'est qu'on met ensemble les grands groupes, les PME, les ETI, les start-up et on fait passer le message. Alors, je voudrais en profiter pour remercier les services qui nous accompagnent, la DGSI, la DRSD, le CIS, voilà, qui au quotidien nous apporte des informations que l'on décline. Je vais juste prendre un exemple. Dans la dernière fiche d'information de la DGSI, j'ai découvert, parce que ça j'avais encore jamais vu, c'est que certaines machines à café que l'on trouve et qui sont bien utiles pour faire des échanges, sont équipées de caméras, de systèmes de transmission, et qu'en fait il suffit de s'introduire dans une PME, de lui mettre un petit système dans sa machine à café, et à distance on entend tout ce qui se passe, on récupère toute l'information. Donc effectivement, de façon individuelle, c'est compliqué pour une start-up, une PME, de prendre conscience, mais quand ils font partie d'un groupe, d'un cluster, voilà, on fait du partage d'informations, on les informe en permanence, de façon, et on les éveille, on fait des sessions spéciales, on en a fait une lors de notre séminaire sur l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, c'est un domaine que l'on voit bien, qui va avoir un impact très fort sur l'ensemble de nos entreprises, mais comment le gérer, comment l'appréhender, ça reste encore une question, et ça peut être travaillé que de façon collective. Pour aller plus loin, et surtout, c'est ça, vous représentez le CETIM. Et le CETIM, en matière, a une longue tradition, une grande expérience en matière de veille technologique, d'intelligence technologique. On a fait, dans ma période, j'ai quitté le réseau des chambres de commerce récemment,
Et j'étais à la fin de ma carrière consulaire, j'étais en charge d'études et on a fait des études justement sur cette question dans 9 régions. L'étude qui a été pilotée par mes collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on s'est posé la question, industrie du futur, comment vous, industriels de rang 1, 2, 3, sous-traitants, vous appréciez les risques, les menaces et les opportunités d'échanger sur des plateformes industrielles, puisque dans le domaine aéronautique, on arrive, si je ne me trompe pas, la supply chain est entièrement dématérialisée, tout s'opère sur la plateforme. Et là, c'est intéressant de voir que les patrons de TI ou de PME, PMI, selon le rang, la première préoccupation, c'était la cybersécurité. On a peur quand vous rentrez dans un écosystème interconnecté, on a peur. Ensuite, la question traditionnelle, essentielle et fondamentale, toujours bien traditionnelle, c'est on a peur aussi de perdre la maîtrise de l'information, nos savoir-faire. Est-ce que le grand groupe, et chez Airbus, on nous dit, on ne parle pas de sous-traitants, on parle de partenaires, mais la peur d'être happé par le grand groupe qui va vous racheter ou vous intégrer vos savoir-faire. C'est les deux préoccupations. Ensuite, il y a les problématiques technologiques, d'accès à la technologie, de maturité numérique. Et puis, deuxième élément pour aller plus loin, les Américains, en 2018, Richard Davney, qui est un stratégiste américain, qui en 1995 nous écrivait des ouvrages qu'on avait traduits en français, donc il écrivait ça en 1994. Hyper Competition, comment, dans un ouvrage, en 7 chapitres, je tue mon concurrent et je le sors du marché par des manœuvres disruptives. C'est-à-dire, c'est pas par espionnage, etc. Je fatigue le concurrent ou j'ai des tactiques de guérilla en stratégie et je sors le concurrent du marché. Il nous écrit en 2018 un ouvrage qui s'appelle « Les futurs titans industriels ». À 20-30 ans, il dit on va voir émerger des organisations qu'on a connues jadis, les chaebols coréens ou les keiretsu japonais, des énormes organisations industrielles, multi-activités qui seront pilotées par des plateformes et qui serviront les marchés avec des imprimantes 3D. Et Davney nous dit, après enquête, je me trompe peut-être, mais les Américains arrivent avec une imprimante 3D à fabriquer un avion de combat, y compris à fabriquer des ailes. Bon. Il a fait de son enquête, de toute façon, et il nous dit, alors là vont se poser les problématiques d'accès à l'information, de maîtrise des data, des données industrielles, et là s'ouvre un champ sur lequel il faudra peut-être mettre quelques, je dirais, intelligence de veille, notamment CETIM, de regarder, l'ouvrage de Davney est paru en 2018, donc voir si ces choses-là ont évolué, et si cette perspective de nouvelle organisation mondiale industrielle se concrétise. Ça s'appelle je pourrais vous donner les coordonnées en anglais, c'est les futurs titans industriels. Oui, bonjour et merci aux organisateurs de cette bon après-midi. Je suis le président d'une association qui a déposé ses statuts le mois dernier, association régionaliste normande, qui a mis dans ses statuts comme objet la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la Normandie. Et dans l'immatériel, nous avons sous-entendu bien évidemment l'économie et le développement économique. Et donc nous sommes régionalistes, mais pas autonomistes, je le précise, en français je le précise, compte tenu de l'actualité. Et donc nous avons annexé à nos statuts dans la charte l'intelligence économique territoriale comme méthode privilégiée de développement et d'études pour nos affaires. Donc ne me demandez pas encore l'adrelec, c'est trop tôt. Le site est en cours de création, d'ici 15 jours ça devrait être bon. C'est alliance au pluriel-normandie.fr. À bientôt. Merci Eric, ça serait intéressant il est intéressant que le président Morin, le président de l'université aussi, soit informé, parce que je regardais sur nos questions d'intelligence économique, on l'a traité, je pense, dans le MOOC, la conception, et le président en a parlé, Morin en a parlé, l'attractivité du territoire, les investissements étrangers qui viennent. Alors, on contrôle, et déjà on se posait en 97 avec le préfet Potra et les autorités régionales, on se posait la question des entreprises qui venaient de l'extérieur, étrangères ou pas, perturber l'écosystème concurrentiel, les équilibres économiques de la région. Et je regardais le document de
de l'OCDE, qui est paru l'année dernière, je crois, sur l'attractivité, alors en France, l'attractivité internationale des régions françaises, y compris la Corse, etc., et la Normandie. Et quand je regardais les critères de l'attractivité, il y avait cohésion sociale, enfin des critères qui ne correspondent plus forcément à cet état de crise et de rivalité internationale. Et je me disais, et puis je dirais, d'importance considérable que joue l'influence. Et je me disais, il serait intéressant, en reprenant ce que vous faites, en travaillant sur l'actif immatériel et matériel, tout ce qui est innovation, tout ce qui est savoir-faire traditionnel, culture, bien sûr, l'intelligence culturelle, de travailler sur la sphère d'influence du territoire. Et une sphère d'influence, c'est quoi? C'est un cœur stratégique avec des positions stratégiques et des positions avancées qui vont vers des territoires concurrents, les observer, regarder, anticiper sur des déséquilibres de développement. Et surtout, dans la sphère d'influence, il y a des dispositifs de contrôle, justement, des attaques concurrentielles qui peuvent venir de territoires qui sont en innovation, en technologie, tout à fait équivalent au nôtre. Et donc, ça serait intéressant de regarder cet aspect, alors, pardon de le dire, mais un peu plus conflictuel par rapport à la bienveillance et le remarquable travail qui est à faire des identités régionales au moment où la mondialisation les dissout, n'est-ce pas? La géopolitique normande sera illustrée en 2027 avec l'année Guillaume. Bonjour, Hélène Le Bouteiller, je suis enseignante d'humanité à l'ENSI Caen, École publique d'ingénieurs de Caen. Et on a cette particularité d'avoir des cours d'intelligence économique qu'on anime grâce au réseau. Alors, il y a plein de gens qui me connaissent dans la salle parce que NAE, la DGSI, l'EM Normandie, la mission SPI, voilà, tous ces gens-là interviennent chez nous. Et déjà, c'était un témoignage que je voulais faire. Nos ingénieurs, au début, sont un petit peu étonnés quand on leur propose de l'intelligence économique. Donc, on passe du temps à déconstruire des choses parce que pour eux, tout est sous contrôle. Voilà. Donc on déconstruit un certain nombre de choses, on essaye de jalonner d'autres choses derrière, et puis derrière, on essaye d'expérimenter, on essaye de faire différentes choses. Ça fait quelques années que ça existe. Et donc ça, c'était pour le témoignage, et ça marche bien et ça les intéresse. Je pense que mon voisin peut témoigner. Voilà, c'est des bons moments qu'on passe ensemble et qui les éveillent. La deuxième chose que je me demandais, c'est que dans la salle, il y a aussi des entreprises qui recrutent. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mettre en avant que ce sont des compétences qui sont recherchées pour des ingénieurs, d'avoir cette dimension sensibilisation et embryon début de pratique en IE, voilà, pour vraiment pousser ça de l'avant. Oui, merci beaucoup. Et une pensée, alors, si vous me permettez, pour votre collègue qui est disparu, Sylvain Gévalion, hein, que j'ai bien connu. On a travaillé beaucoup avec Ludovic et lui. C'était un... Et il défendait cette cause de la sensibilisation de façon tout à fait efficace. Là, sur cet aspect, c'est par rapport aux ingénieurs, et c'est pour ça que le MOOC, c'est intéressant d'avoir ce MOOC à l'université aussi. L'université, je disais tout à l'heure, c'est l'art de la pédagogie. Ils nous ont torturés pour que nos propos soient dans le calibre pédagogique, hein, et on apprend beaucoup. Et puis, il y a aussi l'esprit critique. Et en intelligence économique, ce qui fait, comme en prospective, ce qui fait que les prospectivistes disent que le métier de prospectiviste, c'est prendre des risques. Je vais contredire la vision du patron, je vais contredire la vision de la direction marketing ou commerciale, etc. Donc, de toujours exercer un esprit critique par rapport à ce que votre première remarque. Et dans le MOOC, deuxième élément de réponse, si j'ai bien compris les entreprises sont associées dans le MOOC. Ah, oui, pardon. Qui a des compétences. D'accord. Oui. Les compétences, c'est-à-dire la multicompétence et ces compétences où il faut remettre effectivement cette culture de la prospective et de... Alors, est-ce que c'est l'intelligence technologique? Il faut trouver les formules parce que c'est vrai que c'est un peu... Parfois,
c'est un peu le piège. Et vous avez vu, le président a commencé tout à l'heure sur l'espionnage. Il a fait une présentation en fait suédoise. Les Suédois, dans les années 70, présentaient l'intelligence économique qu'ils appelaient la social intelligence, l'intelligence sociétale, de cette façon. C'est-à-dire, ils prenaient leur histoire du Göteborg-Spionen, tous les capacités des Suédois à aller de par le monde piquer les idées, comme le faisaient les Japonais. Bon, alors je ne veux pas dire qu'il a une vision ancienne, mais c'est une vision suédoise. Par rapport à ce que disait Hélène, c'est vrai que c'est aussi été l'objectif initial du MOOC, c'est-à-dire la demande des entreprises, des chefs d'entreprise. Nous avons quelques représentants de la filière aéronautique, et si Philippe veut prendre la parole, ou M. Dulac, c'est vrai que c'était un besoin. En termes d'employabilité, avoir ce vernis intelligence économique, c'est un atout. Oui, complètement. Je ferais juste une petite remarque, c'est qu'effectivement les ingénieurs c'est très bien, on a commencé par ça et c'est très important, mais moi je me suis aperçu au cours de ma carrière que certaines organisations, quand ils n'arrivaient pas à avoir accès aux ingénieurs, ils descendaient d'un cran, ils appelaient les techniciens ou les ouvriers. Voilà. Et en fait, ce MOOC, il faut le rendre accessible non pas seulement qu'aux ingénieurs, mais descendre dans tous les types de formations professionnelles, de façon à ce qu'il n'y ait pas de maillon faible dans l'entreprise. Parce qu'on voit bien, hein, on fait avec NAE des séances de phishing, par exemple, on attaque volontairement des entreprises, hein, on prend des prestataires, et on envoie des tas de mails avec des pièges, et ben il y a toujours quelqu'un qui appuie, il y a toujours quelqu'un qui clique et qui ouvre le mail avec le virus, et après, ça y est, l'entreprise, elle est complètement paralysée. Donc, c'est très important, effectivement, de valoriser ces compétences pour les ingénieurs. Hein. C'est vrai que dans leur CV, d'ailleurs, je pense que c'est bien qu'ils le mettent, hein, qu'ils disent, voilà, je suis sensibilisé, parce qu'on ne peut pas, dans le volume horaire qui est donné, on ne peut pas en faire des experts, mais une sensibilisation, c'est déjà très très bien, parce que c'est ça de moins pour l'entreprise, et l'entreprise sait qu'en l'embauchant, il ne sera pas le maillon faible. Voilà, mais il faut dans l'avenir essayer d'étendre un petit peu cette formation pour toucher l'ensemble des salariés. Et ça rejoint ce que disait Nicolas Dubuc tout à l'heure, hein, du SINFI, sur la certification. Je pense qu'il peut faire un commentaire. L'une des 5 initiatives dont je parlais tout à l'heure a été lancée par l'Association des scientifiques et ingénieurs de France, parce qu'ils avaient identifié ce besoin-là. Donc on est bien dans la même logique, toucher un public beaucoup plus large avec cette discipline. Oui, bonjour à tous. Alain Dulac, je dirige la société Factem. On travaille principalement pour l'aéronautique et la défense. Alors ici, certainement que le public est assez acquis à la cause. Donc mon propos perd peut-être un petit peu de son intérêt. On a reçu encore la semaine dernière des directives de la DGA pour tous les chefs d'entreprise de la BITD, donc de la base de défense. On est attaqué, on est fortement attaqué aujourd'hui. On est attaqué de plein de façons. Philippe, si c'est toi qui évoquais les machines à café, pas plus tard qu'hier, on a eu un petit incident chez nous. On a reçu un visiteur qui a laissé son téléphone allumé et qui a enregistré un certain nombre de choses. On a des visiteurs de grands groupes que je ne nommerai pas, qui sont venus et qui ont pris des vidéos de nos process de travail. Donc, ben voilà, aujourd'hui, on interdit les téléphones sur le site pour qui que ce soit. Je vois que Cédric Garnier est là, on le fait intervenir très régulièrement pour intervenir de façon incognito dans l'entreprise et se promener jusqu'à temps d'être arrêté par les collaborateurs. Il y a 10 ans, il passait pendant 1 heure, il traversait l'entreprise. Aujourd'hui, au bout de quelques minutes, il est interpellé par des gens parce qu'il n'a pas de badge, parce qu'il n'a pas un vêtement de l'entreprise, par des gens qui n'hésitent plus à aller le chercher, l'interrompre et l'arrêter. Je pense que c'est une vraie réalité, l'espionnage, l'espionnage au sens large, hein, pas l'espion des années 50, mais l'espionnage industriel. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité. On y est réellement confronté. La menace est sérieuse. Merci. D'ailleurs, effectivement, je voudrais saluer Cédric Garnier, DGSI, qui intervient auprès des entreprises et des filières et qui est à votre disposition pour toute formation, sensibilisation in situ. Et puis...
Voilà, c'est ça. Et puis je salue aussi Stéphane Bresson, qui est le responsable de Normandie Cyber, qui est le CSIRT régional et qui intervient aussi dans le MOOC. Oui, je voudrais juste ajouter, effectivement, par rapport à ce qui a été dit, les méthodes d'intelligence économique nous répondent que ce sont des pratiques légales. Hein, voilà. Il ne s'agit pas d'aller fouiller dans la poubelle de l'entreprise ou dans le bac à ordures. Ah oui, mais bon, d'accord. Donc, du coup, les entreprises doivent effectivement faire disparaître toute trace. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? C'est bon? Monsieur Dubuc? Une question plus prospective. Philippe, tu étais partie prenante dans le rapport Martre il y a 30 ans. Ça fait beaucoup d'années. Qu'est-ce qui aujourd'hui est l'obstacle majeur en France pour que l'intelligence économique puisse avoir un impact vraiment généralisé? C'est quoi l'élément qui bloque encore pour qu'on ne parle plus de cette discipline comme quelque chose qui est encore en émergence, mais quelque chose qui est pratiqué au jour le jour, intégré, soit dans le côté défensif, soit dans le côté offensif? Quel est l'obstacle pour toi majeur à cet impact majeur? Oui, il est... Je vais dire sûrement des banalités. Mais je vais essayer de prendre une grille d'analyse, comme on l'a posé. Et Henri Martre nous disait, quand il présidait donc ce travail de la commission, il disait qu'il faut associer tous les personnels. C'est-à-dire, les Américains, en 2008, ont dit en intelligence technique, c'est la fin du modèle de l'expert. Il faut diffuser les compétences dans les services. Et donc, il nous disait qu'il faut associer les syndicats, il faut associer toutes les parties prenantes de l'entreprise sur cet état de vigilance, etc. Je prends, pour ne pas porter un jugement directement sur les entreprises, hein, je prends l'enquête qu'a faite Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement, hein, notre fonds stratégique. Il écrit en 2020, je crois, il publie enquête, le drame français, enquête sur la désindustrialisation de la France de 1995, le rapport Martre est publié en 1994, jusqu'en 2015. Et dans ce rapport, étonnamment, alors qui est une enquête, c'est pas un rapport, pardon, ce livre, qui est une véritable enquête, il a interviewé les acteurs, les décisionnaires de l'administration des entreprises. Il dit, nos entreprises en France ont un gros retard par rapport aux Allemands, aux Américains, mais déjà en Europe. Au niveau, on est très conservateur au niveau justement de l'organisation. On a encore des organisations trop traditionnelles, c'est-à-dire trop verticales. Et puis, toujours cette question, on n'a pas, c'est un autre élément, on n'a pas cette culture, ça je le rajoute, cette culture de l'information, du partage d'informations, d'où l'investissement, on le disait tout à l'heure, sur le collaboratif. Ça va devenir, mais on a la chance, comme toujours, et hier, je travaillais avec les patrons d'une chaire qui se monte à l'EDC, qui est une business school qu'a monté le patron de Cartier à Paris, et il monte une chaire sur l'innovation et l'intelligence économique, et les patrons d'entreprises qui étaient là, de start-up et représentaient les entreprises, disaient on avancera sous la pression du marché, c'est-à-dire la pression du marché, c'est-à-dire et les agressions du marché qui vont nous transformer. Et qu'est-ce qu'on a vécu? La crise de la Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a, mais de façon, alors là, collective, dans les stratégies industrielles, on a dit, y compris à l'échelle européenne, le monstre ultralibéral qui nous empêche depuis des années d'avoir des champions internationaux dans le domaine qu'on connaît, les domaines qu'on connaît bien, dit, ça y est, c'est fini, on sort des dépendances, on reprend de la capacité stratégique, etc. Et là, on va devoir mobiliser les intelligences. Alors, il y a ce problème organisationnel, la culture, on le sait bien, mais la force, c'est le marché. Hein. Je pense que vous avez un commentaire. Oui, vous évoquiez les freins à la mise en place de cette intelligence économique. Aujourd'hui, c'est clair, pour une PME, 80 personnes, au départ, c'est pas la priorité numéro 1. C'est très clair. Nous, on a, je dirais, le privilège et l'honneur d'être fournisseur de rang 1 d'Airbus.
ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, Airbus est attaqué, Airbus a les moyens de se défendre. On est fournisseur de rang 1, Airbus s'attache à ce que ses fournisseurs ne soient pas la porte d'entrée, justement, et c'est ça qui a changé, je pense, par rapport même au rapport Dufour. Voilà. C'est aujourd'hui, Airbus vient nous voir en nous disant, on vient pas vous auditer, on vient voir si vous avez des difficultés, et si vous avez des difficultés, dites-nous et on va vous aider. J'y croyais moyennement. Ils sont venus et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ben voilà, là, ça ici, on ne sait pas trop comment faire. Ils étaient à Bayeux, ils ont appelé à Toulouse, ils ont demandé à des gens de venir et on a eu du support et gratuitement. Parce qu'en fait, il n'y a plus de relation d'argent là-dedans. La seule relation qui vaille, c'est si jamais, Factem, vous vous plantez, vous allez nous planter. Donc on va tout faire pour que vous ne nous plantiez pas et donc on va vous aider. Et ça, cette démarche-là, elle est en train de se mettre en place aujourd'hui avec les grands groupes et on a changé de relation. C'est sûr qu'à la fin, il y a un fournisseur, il y a un client, il y en a un qui vend et l'autre qui achète et il faut que chacun vive. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous, à un moment donné, on défaille, je vais prendre un autre exemple, puisqu'il y a Philippe qui est à côté, on est fournisseur de combinés radio pour des radios chez Thales. Si vous avez une radio et que vous n'avez pas de combiné, ben vous avez la radio, mais vous ne pouvez pas parler puisque vous ne pouvez rien transmettre. Le combiné, par rapport à la radio, ça ne vaut pas grand-chose. Mais néanmoins, si jamais on est bloqué et qu'on ne peut pas produire, pour quelque raison que ce soit, ben Thales ne peut pas vendre ses radios. À partir de là, tout est dit. Ça ne peut marcher que comme un partenariat. Et ça, cette dimension-là, aujourd'hui, elle est prise en compte par les grands groupes. Les grands groupes, on n'est plus dans une relation, ben, j'ai un fournisseur, si ça ne marche pas ici, je vais aller chez un autre. Non, aujourd'hui, on est vraiment dans une relation de partenariat et l'idée, c'est bien comment on fait pour avancer tous ensemble. Et je vois quand même une grosse différence par rapport à il y a 10, 15, 20 ans. Absolument. Et on entend bien le mot collaboratif, ce que tu évoquais, Philippe. On l'entend bien et je pense que ça, c'est un vrai changement sur lequel l'intelligence économique va pouvoir se greffer. Si je peux faire juste une remarque sur les normes, j'ai participé à la première norme sur le management des connaissances, ISO 30401. On est quand même en France dans un cas un peu particulier où il faut à la fois qu'on paye pour participer au groupe de travail et qu'on y consacre du temps. Donc, participer à l'élaboration d'une norme, pour une PME, c'est double peine. Hein. Ça peut poser un frein. Ça peut être un frein. Il y a peut-être des choses à faire échanger là-dessus. Merci. D'autres questions ? Mais écoutez, on va terminer par une application de l'intelligence économique, c'est-à-dire faire réseau et changer les cartes de visite. Et je vous propose un rafraîchissement à l'étage d'au-dessus. Et encore merci à l'équipe, l'équipe du MOOC.